Chers amis, bonjour. Suite aux différentes vidéos concernant la société Atos, qui a été visionnée de très nombreuses fois, eh bien voilà, je vous propose un petit suivi, aussi bien parce qu'il est temps de faire un petit point sur le dossier Atos, mais parce que certains d'entre vous s'interrogeaient, m'ont demandé pour quelles raisons je ne faisais pas davantage de vidéos sur Atos et éventuellement sur d'autres sujets boursiers. Alors, comme je l'ai peut-être déjà signalé, cette chaîne avait vocation au départ de parler du rétro gaming, hein, qui m'a, occupé de très nombreuses années, de 91 à 2004. Mais c'est vrai que, je fais aussi un petit peu de trading à mes heures perdues, depuis, plus de 30 ans et que, j'ai parfois du flair. Donc revenons sur le cas d'Atos. Au mois de décembre de l'année dernière, il s'agissait d'un véritable scandale puisque le titre avait fait l'objet de ce qu'on appelle, et ce que je développe, hein, ce que j'ai expliqué sur ma première vidéo, avait fait l'objet d'un naked short, c'est-à-dire que l'intégralité des actions du capital avait été vendue à découvert sans le consentement des actionnaires. Plus de 98% du capital avait été vendu, donc la société qui avait fait ça, hein, sans vous le demander, a pris les titres, hein, de vos comptes et les a vendus pour les acheter moins cher, pardon, et ce qui a marché, permettant à cette société d'encaisser une énorme fortune, hein. Voilà, au nez et à la barbe de tous les actionnaires qui, eux, contrairement à cette société short, ont plutôt réinvesti, hein, pour sauver la société. Pour moi, c'était un véritable scandale. Il n'y avait jamais vraiment eu de naked short de cette ampleur-là en France, hein. J'avais entendu parler donc du cas de GameStop, hein, aux États-Unis, c'était en 2021, effectivement, où c'était pas un naked short, hein, mais vous aviez 30 ou 40% de la société qui avait été vendue à découvert, et les particuliers, apprenant ça, tous les gamers et autres détaillants de chaînes vidéo se sont révoltés et ont racheté des quantités monstrueuses de titres, mettant le couteau sous la gorge, hein, de tous ceux qui avaient vendu le titre à découvert. Donc ce dossier GameStop, hein, est un cas d'école, hein. Il y en avait eu d'autres avant, notamment le cas Volkswagen Porsche en Allemagne, hein. Je ne sais plus si c'était il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Le flottant était très 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 limité également, hein, sur Porsche. Et il y avait des rumeurs d'OPA, d'OPR, ce qui avait fait envoler le titre par deux ou par trois. Je reviens sur Atos puisque donc le cas m'avait relativement ému, désarçonné, bouleversé, hein. Je ne savais pas que c'était possible, ça, de se faire vider toutes ses actions, l'intégralité plutôt des actions d'une société, des ventes à découvert. Donc voilà, ça a attiré mon attention. J'ai fait le parallèle avec GameStop. Donc je me suis positionné sans conseiller le titre, hein, que je déconseille toujours, hein. Atos, hélas, pour l'instant, est dans une quatrième dimension, hein, dimension spéculative, hein. Elle est tellement endettée, son périmètre a changé, qu'il faut vraiment être Madame Soleil, Madame Irma pour savoir si dans 6 mois, un an, ça ira mieux ou pas. Comme l'a signalé ABC Bourse, donc c'est un dossier qui peut rapporter beaucoup, comme il peut vous faire perdre beaucoup. Donc voilà, on peut mettre quelques billets, hein, mais tout en se disant, bien sûr, qu'on peut tout perdre. Moi, j'ai mis quelques billets donc au début de l'année. Et bien voilà, ça a fructifié. Alors le cours, hein, on n'achète jamais au plus bas, on vend jamais au plus beau, hein, mais il est passé de 0,015 à 0,053. Donc le cours a été multiplié par 3, voire presque par 4, enfin par 3,5. Vous imaginez, si vous aviez mis 10 000 euros, donc en l'espace de un peu plus de 2 mois, 2 mois et demi, hein, vous en aviez entre 30 et 35 000 euros. Alors j'ai pas mis ce montant-là. Moi, je me suis fait un petit x2 puisque j'avais un prix de revient de 0,0020 et j'ai revendu autour de 0,040 avant de voir que ça continuait de monter. Parce que comme vous le savez tous, quand on achète des titres, ça baisse. Quand on les revend, ça monte. Forcément, la bourse, c'est un bras de fer. La personne à qui vous avez vendu les titres veut gagner de l'argent derrière, donc continue à faire monter la mayonnaise. Et inversement, quand vous achetez des titres, hein, il y a peut-être des positions vadeuses qui misent sur la baisse et donc continuent à faire baisser le titre, hein, pour que certains soient obligés de se racheter. Moi, je dis affaire conclue sur Atos. Donc, le cours a été multiplié par 2, par 3, voire un peu plus. Là, la valorisation se rapproche du milliard. Je trouve que ça commence à faire beaucoup. Alors, c'est pareil, hein, ça vaut ce que ça vaut. Je n'incite pas vraiment à vendre ou à acheter. Mais voilà, le rebond a eu lieu et pour moi, ça ressemble davantage
en l'état à un rebond technique. Maintenant, le rebond était très prévisible, comme je l'ai signalé, tout simplement parce que le titre était vraiment vendu très, trop à découvert. C'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'à partir du moment où Atos est devenu une ultra penny stock, hein, je rappelle, penny stock, c'est quand une valeur redescend en dessous de 1 euro. Là, on est au 0,0015, hein, donc ça fait peur à tous les institutionnels et les investisseurs. Et donc Atos a signalé qu'il allait faire un regroupement qui sera peut-être de 10 000 titres, hein, en un, ce qui fait que le cours devrait remonter. La valorisation évidemment de l'entreprise ne change absolument pas, mais le cours devrait se retrouver logiquement à 30, 40 ou 50 euros. Donc forcément, tous les institutionnels dont on interdisait, qui s'interdisaient à acheter ce titre, hein, puisque c'est une règle d'or, hein, de ne pas acheter des penny stocks, vont évidemment remettre sûrement, probablement, un petit peu d'Atos dans leur portefeuille. Et la cerise sur le gâteau, évidemment, serait que la société dépasse sensiblement, durablement le milliard d'euros pour prétendre pouvoir réintégrer le SBF 120. Et comme vous le savez peut-être, bien sûr, faire partie du SBF 120 oblige certaines sociétés institutionnelles à en remettre obligatoirement dans certains paniers, hein, des paniers larges, des paniers sectoriels, hein. À partir du moment où une société a une taille critique, tous les gérants, quelle que soit la qualité du dossier, doivent en mettre un petit peu, plus ou moins, selon forcément leur désir, leur volonté et la confiance qu'ils accordent à cette société. Enfin voilà, donc il y a un petit cercle vertueux qui s'est créé autour d'Atos. Il peut continuer, hein, la valeur peut continuer de monter comme elle peut le rebaisser. Donc moi je suis sorti du dossier, j'y reviendrai pas. J'y reviendrai pas tant que j'y verrai pas plus clair ou tant qu'il n'y aura pas de résultats positifs ou tant qu'il n'y aura pas d'actionnaire de référence. Pour moi, c'est ça. Maintenant, pour moi, les repères, hein, éventuellement, pour revenir sur le dossier, c'est évidemment présenter des résultats positifs. Alors, peut-être pas des résultats nets, hein, puisque la société est très endettée, mais un EBITDA, des résultats opérationnels positifs, hein, ça serait le minimum des choses. Et plus important, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, c'est que Atos devrait retrouver vraiment un actionnaire de référence au moins à 5%, mais on va dire même 10%. Et là, c'est un peu n'importe quoi, hein. C'est un peu la jungle, hein. On ne sait même pas. Les actionnaires, hein, ce sont des fonds plutôt obligataires qui n'ont aucune vocation à rester actionnaires de la société. C'est pour ça que c'est un dossier qui fait peur, comme Solocal, hein, il y a 5 ou 10 ans, comme Casino en ce moment, quelques années. Voilà, le problème, c'est que ces sociétés sont détenues par les obligataires. Et là, pour moi, c'est warning, rouge absolu. Alors, bon, il y avait le cas naked short, survendu, à découvert, à des niveaux totalement hallucinants, hein, quand c'était à 0,0015. Mais là, on a retrouvé un cours descend. Donc, franchement, pour moi, l'achat spéculatif existe toujours, mais pour moi, le risque est remonté. Ça ne vaut plus la peine. Maintenant, écoutez, c'est absolument fabuleux. Au moment où je sors de Datos, un dossier explose complètement. Et on est devant un nouveau cas d'école qui est déjà dans l'histoire et le rentrera encore davantage. Vous en avez peut-être entendu parler si vous suivez la bourse et l'actualité, la guerre en Ukraine. Il s'agit du cas Eutelsat. La société, comme Atos, comme doute, est très endettée. Mais elle est très endettée parce qu'elle investit énormément. Elle dispose de 600 satellites en orbite basse et moyenne, hein, et elle est le concurrent direct de Starlink, hein, d'Elon Musk. Donc l'idée, bien sûr, c'est de proposer aux institutionnels, aux entreprises, aux armées, aux particuliers, donc une communication par satellite. Et c'était évidemment très utile, hein, dans le cas de l'Ukraine, puisque Elon Musk, dès le départ, a proposé gratuitement, ça n'a pas duré longtemps, puisque maintenant il fait payer une fortune, mais il avait proposé gratuitement à l'armée ukrainienne, hein, de s'équiper, de se connecter à Starlink, hein, sachant que les Russes avaient détruit toutes les communications. Donc vous voyez à quel point le dossier est sensible et stratégique. Alors là, voilà, il s'est passé quelque chose d'incroyable, hein, de sidérant. Vous l'avez peut-être vu, pas vendredi qui est passé, mais il y a 8 jours. L'humiliation du président démocratiquement élu, donc Zelensky, se faire humilier par Donald Trump et par son vice-président J.D. Vance, hein. Humiliation au vu au sud de la planète entière, hein, puisque l'entrevue était retransmise en direct, hein, retransmission auquel j'ai participé. Alors là, c'est très dommage et très malheureux évidemment pour les Ukrainiens, hein, qui ont évidemment Poutine en ennemi
et qui viennent de perdre leur plus important allié, USA, qui semble même devenir finalement un allié de Poutine et probablement bientôt un ennemi, en tout cas, j'espère me tromper, hein, mais il semblerait que Poutine traite tous ses alliés durement comme des ennemis et traite l'ennemi des Occidentaux, hein, très très bien. Bon, après, voilà, on va pas faire trop de politique, mais en attendant, donc, l'intégralité de la planète est choquée, hein, à part peut-être quelques pays comme la Hongrie, Orban. Mais bon, ça remet en cause pas mal de business, et notamment le business de Elon Musk et Starlink, hein, puisque on va dire que Trump et Elon Musk sont plutôt, deviennent en tout cas partiellement, sinon pour pas dire totalement pro-russe, hein, ce qui pose pas mal de problèmes. Donc, ce qui a généré l'abandon par différents pays. On a le Canada, hein, qui annule, hein, sa connexion complète à Starlink. On a aujourd'hui ou hier, hein, le Brésil aussi, qui va se passer de Starlink. Enfin bon, Starlink est vraiment dans une position très délicate, hein, à cause des positions politiques de son président, hein, le président de SpaceX, et le président du Doge, hein, qui est en train de virer tout le monde aux États-Unis. Donc voilà, Starlink était en position de leader et était en train de manger la plus grosse partie du gâteau. Mais compte tenu du rapprochement des États-Unis, de Trump et de Musk au niveau de Poutine, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de pays qui vont se désengager par rapport à Starlink. À qui ça va profiter? Eh bien, à son concurrent, son numéro 2, qui est assez loin de Starlink, hein, et son concurrent, c'est une société alors franco-britannique, hein, Starlink, hein, Eutelsat, pardon, une société française de télédiffusion qui diffuse un peu tout ce qui est télévision partout dans le monde, hein. Il y a des satellites au-dessus de tous les pays du monde, hein. Donc, je regardais la ventilation du chiffre d'affaires, hein. Eutelsat fait du chiffre d'affaires partout dans le monde. Et il y a même 8 à 10% de son chiffre d'affaires qui est généré par la Russie. Donc, la société Eutelsat a généré énormément d'argent il y a 5, 10, 15 ans, était très rentable, hein, et versait de gros, gros dividendes. Là, par contre, on est dans une espèce de trou d'air, de creux, où la société est en train de se recalibrer, abandonne un petit peu, va vendre tout ce qui est télédiffusion, transmission, toute la partie terrestre, et va monter en puissance, hein, comme c'est le cas, donc au niveau satellite, hein, orbital ou géostationnaire, donc pour simplement prendre une grosse part du marché qu'on évalue à 16 milliards de dollars d'ici 2 ou 3 ans, hein. C'est un énorme business, hein. D'ici peu de temps, peut-être 5-10 ans, peut-être que tous les particuliers que nous sommes communiqueront plus par fibre, mais par satellite. Enfin, peut-être que la fibre sera toujours plus intéressante parce que peut-être un petit peu moins cher et plus rapide, mais nous aurons la possibilité évidemment de nous connecter par satellite, hein. Toutes les parties du monde, sans exception, seront connectées. Et ça, c'est une gageure. Donc Eutelsat a gagné énormément d'argent dans les années passées. Là, c'est pas vraiment le cas parce qu'elle a racheté euh, un acteur donc justement spécialisé dans la communication par satellite, hein, qui s'appelle OneWeb, donc un opérateur anglais, et donc qui est rentré du coup dans le capital d'Eutelsat, hein, aussi bien. Donc voilà, on est dans une nouvelle. Eutelsat écrit une nouvelle page de son histoire, mais elle a des goodwill importants. Là, cette année, l'année dernière, par exemple, elle a 550 millions d'euros de goodwill sur OneWeb, hein, d'amortissement. Bah, simplement, voilà, parce ils ont racheté peut-être un peu trop cher à ce moment-là la société OneWeb. Alors OneWeb, moi j'ai regardé les actionnaires, et là j'ai découvert un truc incroyable, hein. Vous avez l'État français qui est à 15% dans le capital de Telsat. Vous avez les Anglais au même niveau. Vous avez une entreprise très proche du gouvernement indien qui est à 24% du capital. Vous avez des sociétés comme SoftBank, hein. Alors je ne sais plus si c'est des Japonais ou des Norvégiens. Il y a CMA CGM, hein, qui est à 6%, Anua System, hein, 5%, Lazare 5%, AM Global Limited 5%. Voilà, vous avez énormément d'institutionnels et même des États, hein. Alors l'État français, c'est par la BPI, hein, qui sont présents dans le capital. Ce qui fait quasiment que le flottant est très, 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 très limité. Il n'y a que 15% des titres qui sont détenus par des particuliers. Donc des titres qui sont plus fluctuants, hein, le flottant. Voilà. Et quand on le met en face du nombre de titres vendus à découvert, eh bien, écoutez, ça c'est une projection, c'est un peu une supputation de ma part,
mais moi je considère qu'on est à peu près au même niveau. Les positions short ne sont pas toujours remises à jour et quand les vendeurs à découvert ont moins de 0,5, elles ne sont plus tenues de déclarer à l'AMF si elles ont encore des titres ou non. Parfois, certains signalent qu'ils sont passés à 0%, d'autres pas. Mais bon, on était encore, et moi je suppose on y était vraiment, on est encore à 10, 15, et peut-être même plus, hein, puisqu'on peut vendre à découvert plus de titres qui sont techniquement sur le marché. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement lundi? Lundi passé. Donc, conséquence de la réunion dramatique et honteuse hein, entre Zelensky, Trump et J.D. Vance. Donc voilà, il y a une réorganisation qui va se faire d'un point de vue des satellites, hein. Starlink, forcément, va perdre beaucoup de marché. Et Eutelsat va en gagner, probablement en Italie. Hein. Meloni proche de Musk, devait signer un contrat avec Starlink, hein, qui est remis également en cause, hein, puisque beaucoup de pays remettent en cause la probabilité, la sincérité, la fiabilité de l'État américain, qui pourrait très bien partager, c'est des supputations, hein, c'est de la spéculation, partager maintenant, selon son retournement de veste, hein, devenir beaucoup plus près de la Russie que les États occidentaux. Donc voilà, il y a beaucoup de pays comme l'Arabie Saoudite et même Israël qui a décidé d'arrêter de partager son renseignement. Alors, tout dépend de la sensibilité du renseignement, hein. Si c'est du renseignement terroriste ou pas, hein, du renseignement, il y en a à tout point de vue, hein. Mais bon, voilà, il y a toutes les agences d'espionnage et de contre-espionnage, voilà, sont un petit peu elles-mêmes médusées, effrayées hein, par le retournement d'alliance supposée de Trump, hein. Et donc, il semblerait que tous les États-nations démocratiques occidentaux se méfient des États-Unis et coupent court à finalement tout ce qui peut leur donner, leur permettre de recevoir euh, des informations très sensibles. Donc voilà, il y a un basculement qui n'est pas concret hein, pour l'instant, mais qui devrait quand même, qui s'amorce, hein, puisque beaucoup de pays et d'entreprises donc annulent leur contrat Starlink et devraient se tourner vers Eutelsat, finalement le seul concurrent prêt alors, Eutelsat a beaucoup moins de satellites, hein. Par contre, ils en ont, contrairement à Starlink, Starlink a à 7000 satellites en orbite basse, alors que OneWeb Eutelsat a des satellites en orbite moyenne, ce qui leur permet hein, de couvrir des surfaces un peu plus larges. Moyennant quoi, le débit est souvent un petit peu plus bas. Enfin bon, voilà, donc Eutelsat est vraiment l'alternative à Starlink et il est inimaginable, hein, compte tenu du contexte géopolitique, il est inimaginable que les commandes d'Eutelsat, les abonnements d'Eutelsat n'explosent pas au détriment de Starlink, hein. De la même manière que pour les véhicules électriques, hein, les marchés s'effondrent hein, pour Tesla et se reportent hein, pour les concurrents chinois ou européens comme Renault. Hein, il va se passer exactement la même chose. Donc qu'est-ce qui s'est passé sur Eutelsat? Eh bien le cours végété autour de 1,5, 2 euros lundi, alors qu'il était en situation de short squeeze. Personne l'imaginait parce qu'avec des dépréciations telles qu'en 2004, hein, 800 millions d'euros euh, donnés en résultats négatifs, hein, notamment en particulier avec les goodwill hein, dont je vous ai parlé, les amortissements. Voilà, on peut dire que Eutelsat, d'un point de vue résultat, est un petit peu au fond du trou. Mais c'est vraiment quelque chose de passager, hein. Eutelsat a toujours gagné beaucoup, beaucoup d'argent. Et voilà, c'est juste un petit trou d'air. Donc elle était vraiment au fond du trou. Elle était d'autant plus au fond du trou que vous avez 10, 15, 20 sociétés qui la vendaient à découvert. Donc on est passé d'un cours historique de 5, 10, 15, 20 euros il y a quelques années au ras des pâquerettes, comme Atos. Donc on était, alors Atos, à cause de l'énorme augmentation de capital, hein, on était descendu, la dernière augmentation de capital était à 0,0037 centimes d'euros. Atos n'a pas fait d'augmentation, Eutelsat n'a pas fait d'augmentation de capital, néanmoins le titre est descendu au ras des pâquerettes à 1,5 euros, sous l'impulsion également de Goldman Sachs, hein, vous savez, une des banques mondiales les plus puissantes au monde, qui fait énormément de trading, hein. C'est une des banques les plus suivies. Et Goldman Sachs avait conseillé le titre à la vente il y a quelques semaines
avec un objectif à 1 euro, confortant bien sûr toutes les stratégies baissières et de vente à découvert hein, de tous ceux qui avaient vendu le titre depuis des semaines, des mois et des années. Donc on était vraiment dans une situation explosive, hein, comme GameStop en 2021, comme Atos fin 2024, et comme aujourd'hui Eutelsat, donc début mars. Voilà. Alors moi j'ai raté le début de l'envolée. Je m'attendais pas du tout, personne vendredi soir évidemment s'attendait à ce que le président Zelensky soit humilié par Trump et J.D. Vance avec le couteau sous la gorge, évidemment, pas que pour lui, hein, pour son pays, hein, puisqu'on lui retire, on lui a retiré depuis euh, euh, toutes les aides financières, on a bloqué toutes les aides, tous les chars, tous les missiles qui devaient partir ont également été bloqués. Donald Trump a également suspendu tout le renseignement américain, ce qui a permis à Poutine hein, de faire une attaque hier hein, historique hein, de missiles de croisière et de drones, etc. Sachant que le renseignement américain permettait évidemment aux Ukrainiens de savoir de quel endroit les avions de chasse russes décollaient, de quel endroit les missiles de croisière partaient, de quel endroit les vagues de drones également décollaient. Hein. Donc il reste bien sûr du renseignement. Hein. Il n'y a pas que Starlink, hein, il y a Eutelsat, mais ça devient évidemment très compliqué. Enfin bon, situation absolument extraordinaire. Moi, je ne me suis pas réveillé lundi, il a fallu que je vois sur les sites boursiers à partir de mardi que le titre avait gagné. Donc le titre a ni plus ni moins que gagné. Alors il est passé de 1,5 € et je crois qu'il a atteint 9 € au plus haut. Donc le cours a été multiplié par 6 en 3 ou 4 séances. Vous aviez 10 000 € vendredi soir, vous aviez acheté 10 000 € d'actions Eutelsat vendredi soir, vous pouviez les revendre 50 000 ou 60 000 euros, donc 3 ou 4 séances plus tard. Moi personnellement, j'ai jamais vu ça. Les seules fois, enfin, il faut remonter à la bulle hein, Internet 98-99 pour voir ce genre de hausse, mais sur des petites sociétés, hein, des petites capitalisations, il n'était pas rare. Il y avait peut-être eu des grosses, hein, des Liberty Surf. Il y a peut-être des sociétés high-tech, entre guillemets, à l'époque, hein, qui ont pris 600-700%, mais jamais en 3-4 séances. Hein. Elles les ont pris sur 15 jours, 2 mois, 3 mois, mais jamais en 3-4 séances. Ce short squeeze-là, moi, j'en ai jamais vu. Même Porsche, hein, ça a été phénoménal, 300 ou 400%, mais ça s'est joué sur des semaines et pas des séances. Enfin bon, donc short squeeze, hein, situation absolument incroyable, parce que flottant extraordinairement limité, 15% seulement, et situation de vente à découvert phénoménale. Alors si je fais une vidéo, alors je ne conseille toujours pas, je ne conseille pas Eutelsat, hein. Cette vidéo n'est absolument pas un conseil, en tout cas un conseil d'investissement. Cependant, pour les plus experts d'entre vous, les plus aguerris, euh, les moins sensibles, hein, ceux qui ont un sang-froid extraordinaire, il y a des achats spéculatifs à tenter, comme je les ai tentés déjà jeudi et vendredi. Pour l'instant, je touche du bois avec réussite, hein, puisque c'est les montagnes russes, hein, ça prend 100%, ça repère 50%. Euh, c'est un coup vraiment à vous flinguer. Hein. Les hausses sont tellement violentes. Hein. Donc là, c'est très très compliqué de rentrer à l'achat. C'est très dangereux, sauf si vous vous placez dans une perspective à long terme. Hein. Si vous pensez, si vous investissez comme ça devrait être toujours, hein, quand on fait un investissement en bourse, normalement, c'est un placement à long terme. Hein. À long terme, c'est au moins 2-3 ans, mais généralement 5 ou 8 ans. Je pense qu'à long terme, ça peut être une très bonne idée d'investissement, même à 5, 6, 7 ou 8 euros. Impossible de vous dire le cours exact hein, de Telsat parce que c'est monté à 9, c'est redescendu à 6, c'est remonté à 7,5, c'est redescendu à 5,5. Enfin là ça va faire le yo-yo sûrement entre 5 et 9 pas mal de temps. Mais on est toujours, je vous le dis, en situation de short squeeze. Et pourquoi on est toujours en situation de short squeeze? Parce que les sociétés short hein, qui vendent le titre à découvert n'ont toujours pas fait de déclaration AMF, à l'exception de BlackRock. BlackRock, hein, le plus puissant fonds de gestion et de spéculation au monde, hein, aux États-Unis, qui paye les retraites des Américains, hein, ils n'ont pas vraiment vocation à faire de la spéculation, mais ils ont tellement d'argent d'investir dans les actions qu'ils ont aussi des sociétés parallèles qui vendent à découvert hein, sur des dossiers
c'est un peu des couvertures, hein, comme on vend un petit peu à découvert des indices, hein, quand on a des actions. C'est simplement comme une espèce d'assurance ou de réassurance, hein. Il n'empêche que BlackRock, donc le plus gros investisseur, le plus optimiste des investisseurs à travers le monde, hein, qui a des milliards et des milliards, des dizaines, des centaines de milliards d'actifs, hein, lui était à découvert de Telsat à de 2,2 à 2,3%. Il a donc envoyé une lettre à l'AMF, il a racheté 0,7%, donc il a racheté un tiers de sa vente à découvert. Voilà. Imaginez bien, un tiers de sa vente à découvert, le titre a gagné, donc il est le leader, hein, de ce short squeeze, hein. Il ne doit pas être le seul à s'être racheté, c'est simplement le premier à signaler à l'autorité des marchés français. Il est le premier à signaler qu'il a racheté en partie, hein, 0,7, donc c'était un tiers. On peut imaginer, on peut transposer que beaucoup de fonds short ont peu ou prou racheté une petite partie, hein. Peut-être certains n'ont pas du tout bougé, pensant que c'était juste un leurre, quelque chose qui n'allait pas durer. Moi, j'estime que BlackRock et les autres, hein, ils se tiennent un peu tous par la barbichette, hein. J'imagine que les autres ont plus ou moins racheté un tiers de leur position. Donc, comme j'estime à 15% le capital vendu à découvert de Telsat, on peut considérer, moi je considère en tout cas, c'est ma position, qu'il reste encore à peu près quasiment 10% de titres vendus à découvert. Voilà. Alors ça ne veut pas dire que le titre va monter à partir de lundi ou mardi, hein, puisque ceux qui vendent à découvert, leur objectif maintenant, c'est de se racheter pas trop cher, de limiter. Donc ils ont très bien pu se racheter d'un tiers, revendre à découvert un petit peu pour essayer de faire peur à ceux qui ont acheté à 5, 6, 7 euros, pour essayer de les faire vendre en dessous, hein, 5, 4 euros, hein. Donc c'est les montagnes russes, hein. C'est les montagnes russes qui vont se faire, à mon avis. On en a encore au moins pour tout le mois de mars, mais sûrement après. Au moins tout le mois de mars, sans avoir d'informations, de news pertinentes, concrètes de la part de Telsat, hein, des deals, des contrats monumentaux, bien qu'on sache déjà que l'Europe va investir concrètement plus de 800 millions d'euros pour son réarmement, pour se réarmer évidemment tant physiquement, hein, par des conscrits, par des soldats, tant militairement par des blindés, des armes, des missiles, et également aussi par des systèmes de sécurité électronique, hein, de défense, des barrières, voilà, comme peuvent l'être les satellites, des satellites espions, hein, des systèmes de communication. Donc l'Europe va se parer de la technologie qui lui faisait défaut, et il est tout à fait évident que Eutelsat va monter au moins au même niveau que Starlink, et probablement davantage si on considère que 90% des nations ne feront plus du tout confiance, probablement euh, au continent, aux Américains, en tout cas au moins tant que Trump sera là, mais on en a pris déjà pour 4 ans. Voilà, donc le dossier est ultra sensible, ultra stratégique. Moi, ce qui me permet de rester confiant, c'est de savoir qu'à bord, les actionnaires sont des mastodontes, des industriels, des signatures extraordinaires. Eutelsat ne fera jamais faillite, hein. On a besoin de ces satellites, on a besoin de télécommunications évidemment, pour le téléphone, pour la radio, pour Internet, enfin pour tout ce qui est sensible. On a besoin, ce business est absolument indispensable. Jusqu'à présent, il a toujours été rentable, voire même très rentable. Donc là, on a un trou d'air puisque Eutelsat était plutôt dans une période d'investissement. Elle va lancer de très nombreux satellites, hein. Je crois qu'elle en lance des gros, hein, je ne sais pas, c'est au moins 10 ou 20 par an, mais ça va monter en cadence, hein. Alors, ce qui est tout à fait drôle dans l'histoire aussi, c'est de savoir que les satellites Eutelsat OneWeb sont envoyés dans l'espace le plus souvent, quasiment tout le temps, par SpaceX, hein. SpaceX, donc, qui est le concurrent, puisque Starlink, ça fait partie de SpaceX. Enfin, donc, les concurrents de Starlink sont envoyés par les fusées Falcon, donc d'Elon Musk. Voilà, hein, Elon Musk ne crache jamais sur un petit bénéfice, évidemment. Bon, Ariane 6 là, a réussi son premier tir la semaine dernière. Donc je ne sais pas si il sera prévu des envois de satellites. Enfin bon, c'est pas très important. Le business de Telsat va vraiment monter en puissance. Moi, j'ai relu rapidement les notes de Telsat, hein. Il y a des croissances quasi assurées à 2 chiffres, hein, tous les ans. Alors, il faudra voir ce qu'il en sera évidemment de la rentabilité. Alors je le répète, hein, je ne conseille pas Eutelsat en tant qu'investissement. Je pense que c'est trop compliqué. Néanmoins,
Si j'en parle aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est parce que je la mets en parallèle avec GameStop, hein, peut-être pas connu par tous les investisseurs français. Je pense qu'ils sont beaucoup plus nombreux sur Atos, qui auront suivi mes vidéos, mais qui auront eu évidemment énormément d'informations par la presse et sur les différents sites boursiers, hein, qui était véritablement un énorme scandale, mais qui vient de se corriger cette semaine avec un cours qui a été multiplié par plus de 3. Donc évidemment, les actionnaires longs ne retrouveront probablement pas encore leur mise, mais tous ceux qui étaient à l'affût, comme ça a été mon cas, donc depuis 2 mois, depuis l'augmentation de capital en fait, hein. Bon, hélas, moi, j'avais pas énormément d'argent à mettre, mais bon, ça m'a. Je pense que je vais pas me plaindre de ce que j'ai pu récupérer, même si j'aurais pu récupérer le double, hein. Vaut mieux un tien que deux, tu l'auras. Et voilà. Ce qui n'est pris n'est plus à prendre. Je suis bien content. Mais oui, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce que j'ai gagné, et l'investissement, le capital que j'avais sur Atos, plus le bénéfice, j'ai réinvesti sur Eutelsat. Puisque là, je vous dis, alors attention, là, ma vidéo, elle est vraiment dans un cadre précis. C'est des valeurs, des titres, des sociétés qui sont ultra vendus, ultra shortés, hein, par des fonds institutionnels. Euh, donc voilà, il y a le cas GameStop 2021, il y a eu le cas Atos là, en fin d'année, au début d'année, voilà, qui est plus ou moins réglé. Le titre peut très bien gagner encore 100, 200%, hein, il n'y a pas de souci, hein. Voilà, mais bon, évidemment, comme on dit, un dit-on la bourse, hein, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Autour d'1 milliard de valorisation pour Atos, je trouve ça déjà pas mal, compte tenu du fait que les résultats ne sont pas encore là. Alors Eutelsat, moi je préfère du coup largement Eutelsat. Alors je pense que le dossier est encore plus spéculatif que Atos, mais pas à long terme. Je pense que il y a moins de risques sur Eutelsat dans une perspective de 2, 5 et 8 ans. Par contre, à court terme, il est tout à fait évident que Eutelsat va vraiment faire plus de montagnes russes que Atos, hein. C'est pas compliqué. Eutelsat, ça peut très bien, là on était redescendu autour de 6 euros, ça peut très bien prendre 50% lundi, reperdre 40% mardi, reprendre 50%. Enfin voilà, il faut avoir vraiment le cœur très très bien accroché, mais sans oublier qu'il y a tellement de positions spéculatives dessus et qu'il y a tellement peu de titres à vendre que si le short squeeze continue, un short squeeze, ça corrige un excès à la baisse et parfois c'est tellement violent, comme pour GameStop, il manquait tellement de titres que le cours a été multiplié par 5, par 10. Moi, je n'exclus pas, alors il n'y a rien de garanti, hein, je ne rembourse pas, hein, si jamais je me plante, hein, mais il n'est pas du tout exclu que le titre à 6 euros puisse monter à 15, 20, voire 30, voire 40 euros, à des niveaux stratosphériques qui ne correspondent absolument pas aux fondamentaux, absolument plus. Mais à partir du moment où les fonds short ont le couteau sous la gorge, et si elles ont vendu à découvert à 2 euros et que ça monte à 10 euros, elles doivent payer 5 fois leur investissement. C'est intenable, ils sont obligés de le faire. Parce que s'ils ne le font pas, que ça passe à 10, à 20, ben là, c'est plus 5 fois qu'ils doivent payer leur investissement, c'est 10 fois. C'est-à-dire que s'ils ont mis 1 million d'euros, hein, attention, ce n'est pas des rigolos, ce n'est pas des particuliers, hein, ils n'ont pas mis 1000 euros, 5000 euros, hein. Les fonds short, c'est des dizaines de millions d'euros, hein, qui sont dessus, hein. Blackstone, Blackstone, oui. Blackstone, j'ai un doute là, Blackstar. Enfin, la société BlackRock, pardon. BlackRock, j'avais fait le calcul, ils ont investi, leur valorisation short était de plus de 60 millions d'euros. 60 millions d'euros. Mais en réalité, leur prix de revient était sûrement 2, 3, 4 fois supérieur. Ils ont mis 2 ou 300 millions d'euros dessus. Donc je vous garantis que quand le titre se retourne et prend 50, 100, 200%, et ben là, il se précipite. Il y a eu une précipitation, donc qui fait que le cours est passé de 1,5 à 9 euros. 600% de hausse, hein. Moi, j'y crois même pas, hein. Et j'y crois même pas. Quand j'ai vu ça, le titre est monté à 9 euros. J'ai attendu que ça commence, j'en ai pris à 7,7. Très très peu, un tout petit peu, hein. Genre j'en ai pris 500 euros. Voilà, pour prendre position. Heureusement, le titre a continué à descendre, j'en ai repris à 7 euros. J'ai continué, mais pas beaucoup, j'ai genre 1000 euros. Après, j'ai attendu que ça redescende, coup de bol, à 6 euros. Et là, j'ai commencé à charger. Et à partir du moment où j'ai chargé,
parce que je commençais à voir que voilà, on avait plus ou moins retracé la moitié de la hausse récente, hein, fibre de Fibonacci, hein, ça vous parlera pour les experts de la T, de l'analyse technique, hein. À partir du moment où j'ai regardé, voilà, on avait plus ou moins, on n'était plus très loin de 50% de la hausse récente. Je me dis que là, il y a un rebond technique prévisible. Donc le titre a rebondi. Et voilà, j'étais en plus-value, je sais pas, de 15-20%. Je sais pas, j'ai revendu à partir de 6,6, hein, puisque mon PRU était de. J'ai descendu à 6,1, je crois. 6,2, en achetant beaucoup, en dessous de 6. Et bref. Donc j'ai fait un premier coup gagnant. Mais voilà, le cours est monté à 6,6, il est redescendu derrière à 5,8. Et donc j'ai été gagnant quelques heures. Si je n'avais pas vendu, 2-3 heures après, j'étais perdant. Donc, vous voyez, c'est très très spéculatif. Il faut vraiment avoir le cœur bien accroché. Ce qui est certain, c'est que des allers-retours, je ne vais pas arrêter d'en faire, hein, en fonction des opportunités. Dès lors que le titre sera survendu, j'achète. Et dès qu'il y aura des rebonds techniques un peu intéressants, je commencerai à alléger. Ce qui est sûr, c'est que je garderai toujours maintenant toujours une quantité d'actions, genre à peu près 20-25% du capital que je souhaite investir. Et je ne vais pas arrêter de jouer les fluctuations. Par contre, il y a un moment où ça va arrêter ça risque d'arrêter de faire les montagnes russes et ça risque de prendre le nord. Parce que s'il y a un investisseur institutionnel qui achète vraiment les titres, il y a un moment, une fois qu'il se sera bien gavé de 2, 3, 4% du capital, il voudra faire fructifier son gain et il va mettre une pression terrible. Et là, eh ben, il y aura encore moins de monde, hein, pour vendre, hein, puisque tous ceux, les petites mains, les mains fragiles ou des traders se seront délestés. Et après, ça sera l'autoroute, hein, autoroute plein nord. Donc tout ça pour dire, là j'en suis déjà à 36 minutes de vidéo, que si vous aimez les sensations fortes, si vous avez adoré le dossier Atos récent de janvier-février, qui a bien porté, alors je fais aussi un petit parallèle, un petit supplément, un petit bonus. J'ai remarqué que toutes les sociétés qui étaient excessivement vendues à découvert ces derniers temps étaient montées. On met le dossier Casino de côté, qui est vraiment un dossier mort de chez mort, hein. Casino, vous savez, la grande distribution, hein. Ça, je veux dire, je pense que la société, vous pouvez faire une croix dessus. Mais il y a plein de sociétés qui sont remontées, notamment les deux sociétés qui gèrent des EHPAD, hein, Emeis et Clariane, qui ont gagné, je sais pas, 200, 300%. Le cours a été multiplié par 2 ou 3. Je me suis dit, tiens, c'est juste simplement qu'il y a des institutionnels qui disent, tiens, les taux d'intérêt vont peut-être baisser, l'immobilier va repartir. Bon, je me suis dit, voilà, c'est plus lié finalement aux valeurs foncières, hein, des actifs de ces sociétés. Mais j'ai commencé à regarder à droite à gauche et j'ai vu que d'autres sociétés qui n'avaient rien à voir avec le business des petits vieux et de l'immobilier commençaient à remonter et exagérément. Alors il y a évidemment toutes les sociétés qui touchent à l'armement, hein. Je la cite de 3 secondes, mais voilà, il y a aussi Cybergun, hein, le cours a explosé, hein, il a pris 400-500% en une journée avant de redescendre. Et il y a aussi des sociétés comme Solution 30, hein, qui étaient extrêmement vendues à découvert et elle aussi reconnaît un regain de confiance. Voilà, et j'ai regardé donc à toutes les sociétés, si vous faites la liste des sociétés les plus vendues à découvert, eh bien c'est les sociétés qui ces derniers jours, ces derniers 15 jours sont le plus montées. Donc voilà, il y a un dossier vente à découvert. Il est probable que beaucoup d'institutions, les indices étant extrêmement hauts, historiquement très très hauts, mais plafonnant, hein, beaucoup d'institutions cherchent peut-être à se mettre à zéro, à liquider les dossiers, parce que, alors c'est quoi l'explication pour moi? C'est peut-être qu'il y a beaucoup, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Il y a Trump qui secoue, hein, la planète entière avec sa politique hallucinante et aberrante, hein, qui génère beaucoup de stress d'électricité partout dans le monde. Il y a surtout un autre volet qui peut faire exploser la bourse à la hausse comme à la baisse, c'est bien sûr tout ce qui est géopolitique, géostratégie, et donc la guerre en Ukraine. Là, vraisemblablement, il y a beaucoup de gens qui supposent que la guerre, enfin, la guerre ne s'arrêtera jamais entre la Russie et l'Ukraine, hein. C'est juste, on va plutôt parler d'un cessez-le-feu. Donc il y a peut-être beaucoup de gens qui misent sur un cessez-le-feu et peut-être une petite poussée hausse spéculative sur les indices. Moi, j'y crois pas du tout. Je pense que le cessez-le-feu a été
envisagé déjà depuis l'élection de Trump, donc ça fait déjà 4 mois hein, depuis qu'il a été, enfin depuis il a gagné les élections, pas depuis qu'il est président, mais depuis que Trump, début novembre, a remporté l'élection devant Kamala Harris. Je pense que tous les marchés financiers ont joué autant la dimension inhérente à la politique économique de Trump hein, qu'une résolution, puisque Trump avait promis d'arrêter la guerre en 24 heures. Il s'est déjà passé 2 mois. On en est loin. Enfin bon, ça c'est les fake news de Trump. Hein. Une fake news par phrase, hein. Monsieur, une fake news, voire plus par phrase. On se demande s'il est capable de dire quelque chose de sensé ou de vérifier une seule fois, enfin dans une seule conversation. Ça doit peut-être exister. Hein. Quand il parle de la pluie et du beau temps. Enfin bon, tout ça pour dire que voilà, j'ai remarqué également que tous les positions spéculatives short étaient plus ou moins en train de se dénouer, ce qui donne des mini short squeeze, hein, voire des incroyables short squeeze comme Eutelsat. Alors Eutelsat bénéficie de deux choses, hein. Peut-être de cette explosion positive de confiance qui va peut-être naître d'un cessez-le-feu, et aussi tout simplement parce que l'Europe a décidé de se réarmer, et également puisque voilà, concrètement, Eutelsat devrait remonter à minima au même niveau que Starlink, hein, et sans être exagérément optimiste, hein, on a 4 ans où vraiment tous les États, toutes les entreprises, hors États-Unis, franchement, auront davantage envie de se tourner vers des États démocratiques et de confiance, hein, plutôt que le couple Elon Musk, enfin le trouble Elon Musk, Donald Trump, J.D. Vance. Voilà, je fais long, je ne sais pas si je me suis perdu, je ne sais même pas s'il y a encore des gens qui sont encore. Merci si vous m'écoutez encore, si vous n'êtes pas endormi dans cette vidéo. Voilà, tout ça pour vous signaler que en tant que chasseur de vendeurs à découvert que je suis depuis de nombreuses années, alors j'avais acheté du Alstom il y a très longtemps, survendu par les vendeurs, du Peugeot bien sûr, UG. Voilà, il y a eu des gros dossiers comme ça sympas hein, où on a pu acheter des titres, mais à des niveaux pas possibles. Il y avait Swatec également aussi il y a très 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 longtemps, qui était à ras des pâquerettes à 1 € Swatec, le cours a été multiplié par 60. Et il y a des signes, hein, les signes du short squeeze, ils sont aussi là. Hein, c'est de voir si ces sociétés-là ne sont pas exagérément survendues par des fonds spéculatifs. Et là, je dois dire que je me suis régalé. Je me suis régalé avec Atos. Hein. Hélas, j'ai été un peu trop prudent. Et là, je vais me regarder, je suppose, hein, également avec Eutelsat. Hein. Je pense que Atos et Eutelsat, hein, pour les investisseurs et les gens qui sont capables de suivre un petit peu, de profiter de ces allers-retours, je pense que ce seront vraiment les deux dossiers les plus sympas à traiter de l'année. Alors, si vous en connaissez d'autres, vous seriez vraiment bien aimable de me le signaler dans les commentaires. Alors, vraiment, ces dossiers où vous avez 5, 10, 15% du capital vendu à découvert, et de préférence par des gros fonds, institutions comme BlackRock. Hein. Ça, c'est le bonheur, parce que ces gens-là, quand ils ont décidé de se racheter, hein, ils ne cherchent pas à faire le yo-yo. Hein. Une fois qu'ils ont entamé leur rachat, voilà, ils se coupent la jambe, hein. Ils gagnent tellement de milliards par ailleurs que quand ils se sont plantés, c'est pas grave. Hein. Ils se coupent un doigt, enfin quand je parle d'une jambe, c'est pas une jambe qui se coupe, hein. Ils se coupent le bout d'un ongle. Hein. Ils disent ah bah oh là là, Eutelsat, on s'est planté, on va y perdre 100 millions d'euros, 150 millions, c'est pas grave. On va racheter à découvert, ce qu'on a vendu à découvert, et une fois qu'on aura tout racheté, on passera acheteur, et là ce qu'ils ont perdu dans un sens, ils vont tenter de le regagner dans l'autre. Et moi, je ne serais pas du tout étonné qu'on nous annonce dans 2, 3, 4 mois que BlackRock soit entré au capital de Telsat. Je vous le signalerai dans une vidéo. Je pense que ça sera sûrement cet été. Hein. Connaissant BlackRock, ils vont essayer de sortir assez rapidement, hein, dans les 8-15 jours qui arrivent, sans faire monter le cours très très rapidement. Et je pense qu'une fois qu'ils auront racheté tous les titres, ils vont prendre 1, 2, 3, 4, 5% du capital. Et comme le capital est ridicule, hein, moins de à peu près 15%, et que tous les gros actionnaires historiques ne bougent pas hein, depuis très très longtemps, même le dernier à être entré, l'Indien, il a payé ses actions 7,5 €, et un petit peu plus tard à 6,5 €.
Donc les PRU historiques des actionnaires historiques sont très largement supérieurs au cours actuel. Ça doit être, c'est au moins 6 ou 7 hein, pour les derniers, mais c'est probablement 10, 15, 20 euros. Donc si BlackRock veut rentrer et avoir 5% de capital, il sera obligé de mettre une petite prime hein, pour que les gens se libèrent. On en est peut-être encore loin, hein, sans compter que je rappelle bien qu'on va surtout, à mon avis, connaître des très importantes montagnes russes. Hein. Le cours va faire le yo-yo, à mon avis, pendant au moins 15 jours, 3 semaines, 1 ou 2 mois. Mais je ne serais pas du tout étonné qu'en mai, juin, juillet, août, BlackRock annonce donc qu'il est rentré à 5% du capital de Tesla. BlackRock, ils sont tellement puissants, ils sont tellement investis, ils ont tellement de retraites à payer. Hein, vous le savez peut-être. BlackRock doit payer, assurer les retraites à des millions et des millions de retraités aux États-Unis et ailleurs. Ils sont obligés d'investir sur les bons coups, sur les coûts rentables. BlackRock, quand ils vont revérifier, revoir le dossier et qu'ils vont voir les dividendes extraordinaires qu'ont sorti Eutelsat, hein, ils vont se dire ok, là il y a un trou d'air, ils investissent, ils annoncent des pertes, mais probablement avec toute cette constellation OneWeb pour l'instant et Iris très bientôt, hein, puisque le nom de la nouvelle constellation portera le nom d'Iris. Hein, ils vont se dire on ne peut pas rater ça, on ne peut pas rater le coche, on ne peut pas rater une société qui va proposer des dizaines, des centaines de millions d'euros de bénéfices, très probablement. Rien n'est jamais certain, mais ça a été le cas dans le passé, donc il n'y a aucune raison que ce ne soit pas le cas dans le futur. BlackRock ne rate pas les bons gros, les bons gras dossiers. Et moi, je vous mets un petit billet. C'est ce que je vous annonce pour conclure cette. Voilà. Tous mes petits billets qui sont devenus un petit peu plus gros grâce à Atos, eh bien, je les ai mis sur Eutelsat. Alors, je ne vous conseille pas, c'est pas mon but, hein, je ne suis pas un professionnel de l'investissement et je ne rembourse pas les gens qui achèteront du Atos ou du Eutelsat s'ils perdent de l'argent. Mais d'un point de vue spéculatif, voilà, c'est des petits dossiers intéressants sur lesquels on peut perdre de l'argent, mais on peut surtout faire la culbute. Eutelsat, plus 600% en moins de 4 séances, alors que Atos, lui, aura fait du x3. Hein, en quoi? En moins de 2 mois. Voilà. x3 Atos en moins de 2 mois, dont je vous avais parlé, j'ai fait 3 ou 4 vidéos. Je me suis servi du coup. Hein. Et là, franchement, Eutelsat, je pense que ça va payer. Ça peut payer plus qu'Atos. C'est juste que c'est beaucoup plus spéculatif. À court terme, c'est beaucoup plus spéculatif. À très long terme, pas du tout. C'est probablement un bon investissement. Voilà, je vous donne des informations. Renseignez-vous sur le dossier. Je suppose que si vous m'avez écouté, vous connaissez déjà le dossier Eutelsat. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser sur ce fil à YouTube. Sachant que je ne suis pas un spécialiste d'Eutelsat, hein, j'ai beaucoup potassé le dossier dès lors que j'ai acheté mes premières actions à 7,7, hein, un peu trop haut. Et ce qui m'a permis de regarder le dossier et de le suivre et de renchérir, à la baisse bien sûr. Mais voilà, je me suis vraiment documenté dessus. Alors je pense que je suis très loin d'être un expert, très loin, très loin. Je pense que je vais découvrir encore plein de choses, des mauvaises, des bonnes. Hein. Mais là, j'ai vraiment découvert, pour moi, un dossier solide parce que autant Atos, par exemple, n'a pas d'actionnaire solide. Hein. Si jamais ils ont une tuile encore, ils risquent de se mettre les pieds dans le tapis et de refaire une AK ou d'être obligés de tout vendre à la hache, à la tronçonneuse. Hein. Autant Eutelsat, eux, ils ont des actionnaires vraiment très solides. Hein. Il n'y a ni plus ni moins que le gouvernement français, il n'y a ni plus ni moins que le gouvernement britannique, il n'y a ni plus ni moins que le gouvernement indien, et il n'y a ni plus ni moins que des banques et des institutionnels extrêmement puissants des pays du 4 coins du monde. Hein. C'est normal. La communication par satellite, hein, comme l'intelligence artificielle, comme la robotique, comme la micro-informatique, c'est forcément des secteurs qui sont appelés à exploser. Hein, et on ne peut pas rester très longtemps à côté de tels dossiers. Alors c'est pas forcément toujours rentable financièrement. Hein, c'est pas les cours. Il faut attendre parfois que les actions, il faut attendre des années avant que ça monte. Hein, mais stratégiquement, c'est impossible à louper, impossible. Hein, les grands de ce monde, les décideurs, ceux qui tiennent les cordons de la bourse, ils ne peuvent absolument pas rester à côté d'un tel dossier. Et pour faire un petit peu de spéculation, mais là on est vraiment dans la totale spéculation, je rappelle que je ne donne pas de conseils d'investissement, je vous donne simplement mon sentiment, ce que je fais ou je ne fais pas.
Mais je ne serais pas étonné non plus, alors là on est dans la pure spéculation, je ne serais pas étonné que Elon Musk, lui aussi, hein, essaie de prendre une petite participation dans Eutelsat, hein, pour essayer plus ou moins de regagner d'un côté ce qu'il perdrait de l'autre, hein. Vous voyez bien, il a lancé son Grok, hein, son intelligence artificielle, qui est soi-disant plus puissante que les intelligences artificielles concurrentes, hein, que OpenAI par exemple, hein. Ça ne l'a pas empêché de proposer 97 milliards de dollars pour racheter son concurrent, qui a refusé, hein, bien sûr, hein, parce qu'il y a une petite lutte. euh, Ils se détestent, hein, les deux patrons, mais donc le patron d'OpenAI, donc de ChatGPT, a refusé 97 milliards de dollars. Elon Musk étant l'homme le plus riche du monde, hein, a priori il peut tout racheter. Mais je ne serais pas étonné que Elon Musk prenne quelques actions comme ça, mette quelques pièces dans le dossier. Là on est vraiment dans la spéculation, peut-être la fabulation, mais voilà, c'est juste mon petit doigt qui me souffle ça. Merci de m'avoir écouté aussi longtemps. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que tout va bien pour vous. Le printemps s'annonce, il fait beau aujourd'hui. Il y a un petit. Alors, on est loin de l'euphorie, hein, la tension géostratégique mondiale et les problèmes persistent, hein. Euh, mais voilà, on est quand même au début du printemps et ça fait du bien. Merci à vous, merci de m'avoir écouté. Un petit like, un petit commentaire pour m'encourager. À très bientôt.